Monsieur Dorian Boccolacci, l'ami des pistonnets qui est avec nous. Salut Dorian. Salut à tous. Salut à tous. Ça va la forme? Ouais, trop bien. Comment faut te présenter Dorian? Parce que tu es très actif sur TikTok, je vois que tu as commencé à mettre un pied sur YouTube, mais tu as surtout mis un énorme pied bien sûr sur les circuits, ancien pilote F2 notamment, aujourd'hui engagé en Porsche Cup. C'est quoi ton vrai quotidien Dorian? Pilote maintenant ou tu es passé de l'autre côté de la barrière des médias pardon? Non, je suis pilote. Moi mon but c'est vraiment d'arriver à combiner les deux. Je trouve que voilà, les pilotes, mais il n'y a que les pilotes en F1 qui sont vraiment très impliqués sur les réseaux et je voulais aussi moi apporter un peu ma pierre à l'édifice. En utilisant du coup TikTok pour apprendre un peu mon sport qui est le sport automobile, mais je suis quand même pilote de base et en plus voilà TikToker on va dire comme ça pour apprendre aux gens le sport automobile. Au niveau de la catégorie en elle-même, tu roulais avant en F2 qui est une catégorie monotype. Là c'est aussi une catégorie monotype, tu roules tous sur les 911. Qu'est-ce que tu préfères est-ce que les réglages que vous faites avec ton équipe Porsche sont différents de ce que vous faisiez en F2? Est-ce que tu as plus la sensation de te battre à armes égales qu'à l'époque où visiblement les différences de budget des teams faisaient vraiment la différence? Je pense qu'au niveau réglage, c'est à peu près similaire, même s'il y a un peu plus en Formule 2 de réglage qui est possible. Alors, ce qui va changer en Porsche, contrairement à la Formule 2, c'est que en Formule 2, tu n'as pas le droit de faire d'essai entre les courses, hormis les tests officiels que tu as pendant la saison. Alors qu'en Porsche Cup, Porsche Super Cup, tu as le droit de faire autant de tests que tu veux pendant toute la saison. Donc forcément, voilà, si tu as beaucoup de budget, tu peux faire par exemple 15 journées, 20 journées si tu veux, et si tu en as très peu, tu en fais 0. Enfin, voilà. Donc là aussi, je pense que ça peut aider voilà, si tu as beaucoup de budget, contrairement à la Formule 2 où c'est plus limité. Après, ça reste des voitures monomarques, monotypes. Et donc après, il n'y a pas autant d'écart qu'en Formule 1, mais par exemple comme un top team ou un team bas du plateau, mais il y a quand même des écarts en fonction de la température. Ça va jouer énormément sur le réglage, il faut savoir bien s'adapter en fonction de la température et aussi des conditions. Si on roule après les Pirelli par exemple en Formule 1, ou si on est dans un autre championnat en Porsche Carrera Cup France par exemple, où là il n'y a pas les Pirelli, il n'y a pas la Formule 1, mais il y a d'autres disciplines et là aussi ça peut changer aussi le fait de changer les réglages sur la voiture. Une petite question sur ton pilotage, parce qu'on parle depuis tout à l'heure que c'est une catégorie monotype, donc les voitures sont toutes les mêmes, il y a des petites différences de réglage, mais globalement, pour avoir déjà vu sur un week-end les Porsche Super Cup courir, vous êtes très proches en piste, vous n'avez pas DRS, vous avez tous l'aspiration parce que vous suivez tous. Comment tu fais pour passer le mec devant? Parce que sincèrement, vous avez la même voiture, la même aspect sur la ligne droite, c'est quoi le petit truc qui fait que à tel tour tu vas réussir à le passer? Alors il y a donc déjà le départ, donc c'est là où il y a le plus d'écart. Donc déjà on part tous, on a un départ arrêté, donc on part tous ensemble. Là ça va être déjà sur le fait de mettre les pneus en température avec la bonne pression, donc ça peut jouer aussi, ça peut faire des écarts en début de course. En plus de ça, il y a des pilotes qui entre guillemets dorment un petit peu plus au début et d'autres sont un peu plus éveillés, donc ils peuvent faire directement la différence sur des freinages, sur être directement dans le rythme, et donc ça c'est là où on a les meilleures opportunités souvent au début, parce qu'en fin de course c'est plus compliqué, tout le monde s'est calé, tout le monde a déjà fait 10, 12 tours et ça devient de plus en plus dur de faire des écarts. Et ensuite c'est vraiment de mettre la pression au pilote en face. On sait qu'avec ces voitures il n'y a pas trop d'aéro, il n'y a pas trop d'aéro, mais il n'y a pas trop de d'aspiration. En fait on n'a pas trop d'aspiration, même si on se met derrière. J'ai l'impression qu'on ne bouge pas d'un mètre. Alors qu'en Formule 2 ou en monoplace, donc déjà on a le DRS, mais en plus de ça, même sans le DRS, avec l'aspiration marchait beaucoup mieux. Donc c'est vrai qu'il va falloir essayer de faire tenter de dépasser en faisant un petit peu peur au mec, comme ça il va essayer de fermer la porte par exemple, parce qu'on voit juste sur un petit rétro que le mec s'est décalé, mais on ne voit pas s'il veut rentrer à l'intérieur ou quoi. Ça peut déconcentrer au moment du freinage. Vu qu'on n'a pas d'ABS ni de traction control, il peut peut-être potentiellement faire un micro-blocage, tirer un petit peu droit et se créer une autre opportunité. Ensuite, donc voilà, il y a deux possibilités. Soit tu tentes direct et tu fais un gros freinage. On va essayer de ne pas avoir le parasite qui nous saute sur la tête. Je l'ai pris dans la tête jeudi, c'était particulier quand même. Ouais, avec mon équipe, du coup, Martine et Bayomeras, on va peut-être avoir un souci si je ne suis pas sur la grille demain. Mais voilà, donc voilà, on essaie aussi de gêner. Donc il y en a plein qui font des appels de phare
retard, donc ça je sais pas si ça marche trop ou pas. Ouais, tu m'étonnes. Quand je suis arrivé de la monoplace à la Porsche et en GT, je voyais tout le monde faire des appels de phare. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qui se passe? Et après bon, apparemment ça déstabilise certains pilotes. Bon, moi ça me fait rien du tout. Justement, Ça marche pas trop déjà les appels de phare sur le périphérique à Paris. C'est Non, vrai. ça marche pas avec toi. Alors, Justement, parlons de ta saison un petit peu, Dorian. Comment tu la qualifies, on va dire, jusqu'à présent, sachant qu'il te reste aussi également 3 week-ends, Spa, Zandvoort et Monza, me semble-t-il. Comment tu la vois? Est-ce que tu es satisfait? Et est-ce que tu auras quelque chose à jouer d'ici cette fin de saison 2022? Alors, comment je la vois? Je la vois un petit peu en dents de scie. On a eu des très beaux week-ends. Donc, en Porsche Carrera Cup France, on a gagné les 2 courses à Spa-Francorchamps, les 2 courses à Zandvoort. On a fait des autres week-ends un peu plus compliqués. En Porsche Super Cup, on a fait la première course à Imola qui était correcte, on fait 6e. La deuxième course à Monaco où je fais podium, une seconde place, donc pour la deuxième fois d'affilée à Monaco où je rentre sur le podium. Donc là, ça a vraiment bien marché, j'étais vraiment content. Et après, les 2 derniers week-ends un peu plus compliqués, on a eu 2 DNF, pas beaucoup de points. Forcément, ça complique un peu les choses pour le championnat. On est encore 6e du championnat, mais ça complique les choses. Voilà, on est dans une période, disons, on est en dents de scie, mais plutôt en bas pour l'instant. Si on arrive, on est tout en bas, forcément après ça remonte. Donc moi, j'attends le moment où ça remonte. Et voilà, faut rien lâcher, faut toujours travailler et se concentrer et toujours avoir confiance en soi, parce que c'est facile d'avoir confiance en soi quand ça marche, mais la vraie confiance, c'est quand ça marche pas, toujours avoir confiance en soi. Voilà. Justement, on voulait avoir aussi également savoir un petit peu comment tu te projetais dans ta carrière. On se rappelle de ton passage en F2. Malheureusement compliqué aussi également parce que ça coûte très très cher la F2 et qu'on est persuadé que tu avais le talent pour faire beaucoup plus, pour faire beaucoup mieux. Malheureusement, le sport automobile est aussi un sport qui coûte très très cher. Comment tu te projettes là comme ça à 5-10 ans? Est-ce que tu te vois encore rester très longtemps dans le sport automobile? Quelles seraient les courses qui pourraient t'intéresser? Est-ce que l'endurance, ça pourrait être des programmes justement qui pourraient nourrir un petit peu ta sensibilité? Quels seraient toi tes projets perso? Mes projets perso, ça serait effectivement de faire des grandes courses comme les 24 heures du Mans. Voilà, c'est vraiment une course mythique ici en France et dans le monde entier. Bien sûr. Et c'est pour ça aussi voilà, que je fais aussi la Porsche Cup pour essayer de me rapprocher de Porsche déjà, mais aussi pourquoi pas d'autres constructeurs. En tout cas, c'est un championnat qui est très très relevé, la Porsche Super Cup. Ça fait des années que c'est très relevé et où on sort beaucoup de pilotes professionnels de cette discipline. Donc voilà, mon objectif. Après, je sais pas, voilà, c'est très dur déjà de se projeter à l'année prochaine. Ouais, bien sûr, bien sûr. En étant pilote, voilà, si un pilote, il y a très peu de pilotes qui savent exactement ce qu'ils font l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc voilà, dire 5-10 ans, ça je sais pas du tout. Ça va dépendre des résultats, des possibilités. Voilà, ça va dépendre de plein de choses. Donc je ne fais pas trop de films. Parlons un petit peu du Castellet. Tu l'as dit, tu es un sudiste, tu évolues quasiment à domicile ici. Est-ce que, je me rappelle qu'on avait fait une émission sur les tracés de Formule 1, sur les différents circuits. Tu nous avais apporté d'ailleurs toute ton expertise. Parle-nous un petit peu de ce tracé du Castellet qui est parfois décrié par certains pilotes. Certains, justement, ils prennent beaucoup de plaisir. On l'a vu ce matin en discutant avec certains pilotes F1. Au-delà de l'aspect émotionnel, est-ce que c'est un tracé, toi, qui te convient avec ces grandes zones, notamment de dégagement? Alors bon, c'est un circuit. Bon, bien sûr, c'est un circuit que j'aime beaucoup puisque moi je faisais du karting juste à côté, que je connais l'environnement, que c'est dans le sud, etc., etc. Après, ça reste un circuit complètement différent des autres circuits. Voilà, avec les bandes rouges, les bandes bleues, pas de bac à gravier, hormis maintenant à la sortie du virage numéro 7. Je me semble que c'est pour les motos. Ouais. Voilà. Donc sinon après c'est que des grandes courbes, beaucoup de grandes courbes. Faut garder beaucoup de vitesse et aussi l'aspect que ça soit tellement grand. En fait, parfois, au début, surtout quand on vient dans ce circuit, moins quand on a l'expérience, on a tendance à pas mettre assez de vitesse dans le virage puisque c'est tellement grand et les courbes sont tellement grandes et au fur et à mesure, tu apprends un peu à emmener beaucoup plus de vitesse et en fait, le circuit te le permet. Et c'est comme ça que j'ai progressé sur ce circuit au début. C'est vrai que c'était un peu différent des autres. Est-ce que justement t'as pas envie de prendre plus de risques? Alors on sait qu'il y a les track limits forcément et des pénalités en vue, mais est-ce que le fait qu'il y ait des énormes zones de dégagement, tu te dis bon après tout c'est moins risqué si je pousse fort d'un point de vue physique quoi? Ah oui, clairement quand on vient ici c'est moins risqué. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent rouler ici avec leur voiture, notamment parce que il n'y a pas de bac à gravier hormis le virage 7 toujours, mais il n'y a pas de
bac à gravier, ça les met en confiance forcément, puisqu'ils peuvent se permettre de faire une petite erreur, de tracer tout droit ou d'élargir un petit peu et revenir sans salir la voiture ou se faire mal tout en restant en sécurité. Après voilà, pour nous c'est un peu la même chose. C'est sûr que quand on passe de Monaco au Paul Ricard, ça va être deux mondes bien différents. Grand écart. Grand écart, là on est en grand écart et c'est pas très loin pourtant. J'ai une question à te poser, je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur ton souhait de faire Le Mans un jour. Alors la question peut paraître un peu bête, mais je sais pas comment ça se passe. Alors toi qui es pilote Porsche aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour faire Le Mans? Il faut que tu te fasses recruter, il faut que tu postules, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? C'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a des gens aujourd'hui, ils font les 24 heures du Mans et ils payent leur siège pour faire les 24 heures du Mans. Ça, on dit non. Voilà, donc ça, on dit non. Moi, je veux pas ça. Non, moi, je veux piloter pour un constructeur ou une équipe. Et vraiment, mon but ultime, c'est pour un constructeur. Pourquoi pas Porsche. Donc, en fait, là, le but de la Porsche Cup et de la Porsche Super Cup, c'est de se faire recruter par Porsche. En fin de saison, en fait, on a la Porsche Carrera Cup France qui choisit un pilote, mais pareil pour la Porsche Carrera Cup allemande, pareil pour la Porsche Carrera Cup en Australie, etc., etc. Tous les pays où il y a la Porsche Carrera Cup France, ils en choisissent un ou deux. Et ils ont rendez-vous dans un circuit où ils passent 3 jours, test physique, médias et aussi test sur le circuit. On fait une simulation course et une simulation qualif. Et à l'issue de ces 3 jours, Porsche choisit un pilote pour être pilote junior. Et donc là, c'est le premier contrat en fait du pilote junior. Et donc là, une fois, après ils te soutiennent l'année d'après, ils t'amènent un budget, ils t'aident financièrement pour faire une autre année en Porsche Super Cup. Et après, voilà, si ça marche bien et que tu réponds à leurs attentes, après ils te placent dans une catégorie en GT par exemple, où tu vas commencer à faire des courses en ADAC ou des courses, par exemple les 24 heures de Spa Francorchamps ou les 24 heures du Nürburgring. Et si ça se passe bien, etc., tu montes les échelons chez Porsche par exemple, et ensuite ils te font signer pour l'hypercar. C'est un parcours du combattant quand même pour. C'est le parcours du combattant, c'est le gros parcours du combattant. Tu déposes pas un CV comme ça en disant bonjour, j'ai fait ci, ça, j'ai quelques podiums. Non, c'est clair, c'est pas évident, et surtout ce qui est compliqué dans le sport auto, mais après on va dire c'est dans tous les sports, c'est faut être toujours présent, toujours là, et même si tu étais bon il y a 10-5 courses ou l'année dernière, cette année c'est une nouvelle année, il faut toujours être là, et sinon si t'es pas là, voilà, c'est même en Formule 1 c'est la même chose. La mémoire courte du sport automobile. Exactement, la mémoire courte. Mais tu parlais de Porsche va peut-être revenir bientôt en Formule 1, donc peut-être un truc, non? Là, j'ai plus les points, enfin, déjà j'ai pas eu les points total, mais j'ai pas la super licence. D'accord. Parlons un petit peu de F2, parce que cet après-midi à 18h on aura la course sprint de F2. On a notamment Théo Pourchaire qui l'a dit, il ambitionne d'aller chercher le titre à la fin de saison. On a Clément Novalak aussi également qui a réalisé de belles prestations avec MP Motorsport. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la QV justement 2022 de F2 et qu'est-ce que tu penses surtout de nos deux pilotes français? Moi je pense que alors déjà quand je faisais la Formule 2, nous on était 3 pilotes français, donc c'est déjà bien qu'il y ait encore 2 pilotes français en Formule 2 cette saison. J'ai vu que Clément a fait des belles courses, un peu en dents de scie comme moi on va dire, et après Théo il fait des belles performances, voilà, et c'est un très très bon pilote, il est du sud, il est de la maison, je le connais bien. Tu le connais très bien, je crois. Je le connais bien et voilà, c'est un gars sérieux, je le connais mieux que Clément. Clément, j'ai rarement eu la possibilité de lui parler, mais en tout cas sur Théo je peux en dire un peu plus, et voilà, c'est un gars vraiment sérieux, il sait ce qu'il veut, il veut la Formule 1 et je lui souhaite, parce que voilà, ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça qui en veulent et qui se donnent la possibilité et il a le talent aussi pour le faire, donc je lui souhaite que le meilleur pour lui. On sait que la Formule 2 c'est compliqué, qu'il faut être présent tout le temps, et surtout voilà, quand on passe des essais et en essai on a des pneus, et après en qualification on met d'autres pneus où on gagne à peu près 2 secondes entre les essais et la qualification, c'est un autre pilotage, il faut aller freiner plus tard, il faut passer plus vite, et on n'a qu'un seul tour ou 2 maximum, donc c'est
les qualifications c'est pas évident, mais en tout cas la gestion de la course il la gère plutôt bien à chaque fois que j'ai vu ses courses. Donc bon, on va voir ici au Paul Ricard ce que ça va donner, mais je lui souhaite que le meilleur et qu'il soit en Formule 1. Et puis bien évidemment dans quelques minutes, dans 7 minutes très précisément, eh bien, on aura la première. C'est déjà la qualif, les gars. La qualification, première séance, première séance, la qualification. Toi, t'as Q1. Oui, Q1, voilà, c'est ça. Non, je suis un peu fatigué, je suis un peu décalé aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu, parce que toi, tu as eu l'occasion quand même de piloter avec beaucoup de gars qu'on va voir tout à l'heure en qualification. Alexander Albon, tu connais très bien aussi, bien sûr, Pierre Gasly, Esteban Ocon. Raconte-nous un petit peu la jeunesse que tu as eue autour de ces garçons-là et l'évolution aussi de ces garçons-là qui aujourd'hui marquent les esprits au pinacle du sport automobile. Alors, les pilotes que je connais depuis le plus longtemps, c'est quand j'ai bien sûr commencé en karting, minime cadet. Donc avant, je faisais mini-kart, mais je regardais déjà les courses en minime cadet de mes aînés. Il y avait qui ? Il y avait Esteban Ocon, il y avait Charles Leclerc, Pierre Gasly, Antoine Hubert aussi. Ouais, c'est vrai. Antoine Hubert qui se battait dans les meilleurs en championnat de France, et avec Pierre Gasly, Esteban, Charles, et c'était incroyable. Et en fait, à l'époque, on voyait que c'était des bons pilotes, des très bons pilotes, mais on ne sait pas à quel niveau ils étaient, etc. Et ils ont continué à évoluer, toujours à se battre devant, et que ce soit en monoplace ou en Formule 1. Et en vrai, je me dis que j'ai eu la chance d'être quand même dans une génération où il y a eu beaucoup de bons. Quand j'ai commencé ma première année junior, donc en KF3 à l'époque, c'était en karting où on a commencé la première année en international. Il y avait George Russell, Max Verstappen, Charles, Esteban. Enfin voilà, en gros on était sur la grille. Moi j'étais régulièrement dans le top 10. Et j'avais Charles à côté, Esteban à côté, Russell aussi. Enfin voilà, c'était vraiment incroyable et il y avait du très très gros niveau. C'est lequel qui t'a le plus impressionné par exemple ? Je dirais Max et Charles, ils étaient vraiment très très bons. Très très bons. Après forcément George aussi était bon. Lando, j'ai pas eu la chance de rouler contre lui en karting puisqu'il a 1 an de moins que moi. Et donc j'étais toujours une catégorie devant lui, mais lui aussi il était exceptionnel. Mais c'est vraiment Verstappen et Leclerc qui étaient incroyables. Et juste petite anecdote, ma première course du coup c'était avec Charles Leclerc sur le circuit de Brignoles qui est pas très loin. Exactement. C'était en 2006. Circuit qui était avant détenu par le papa de Jules Bianchi, Philippe Bianchi. Et qui a terminé devant ? Ouais. J'ai déjà terminé devant, oui. Non, mais sur cette course, sur la première ? Ah, sur la première, non. Sur la première, bon, ça faisait C'était l'apprentissage. C'était l'apprentissage, c'était ma première saison, lui c'était sa deuxième saison, etc. Non, mais ouais, on a fait des courses et parfois je finissais devant. Bon, il finissait peut-être plus régulièrement devant moi, mais voilà, c'était des bons souvenirs. Et ensuite, on a fait quoi ? La monoplace ensemble, on a fait de la Formule 3. Ouais. Et voilà, et ensuite ça s'est. Ça s'est arrêté. Quel est ton pronostic pour tout à l'heure ? C'est ce que j'allais dire exactement pour la qualif, parce tout le monde annonce une lutte à 3, Ferrari, Mercedes, Red Bull. Est-ce que tu es d'accord là-dessus ? Qu'est-ce que tu vois là pour cette qualif dans ta boule de cristal dans ma boule de cristal, moi aussi je vois une lutte à 3. Mais après je pense que tout le monde pourrait parier sur ça. C'est vrai. Je vois bien Max, Sainz et Leclerc dans les top 3. Après dans l'ordre je sais pas. Ouais, gros gambler. Hein. Ah ouais, là t'as posé un speak là j'imagine. T'as mis un all-in sur la table. Là, j'ai mis all-in. Non, mais après voilà, l'ordre on sait pas trop. Peut-être que Carlos il va nous sortir un tour, tu sais pas d'où. Elle est en forme, hein. Il est en forme, j'ai vu qu'il était en forme. Malheureusement, il va pas faire sûrement toute la qualif vu ses pénalités. Donc s'il en a que 10, il va sûrement faire la Q3 à fond, mais il partira c'est vrai qu'il a fait. Et peut-être qu'il va prendre plus de pénal que ça. D'ailleurs, j'ai pas suivi pourquoi il a eu la pénalité. Changement de pièces électroniques en fait. L'Autriche, l'explosion du moteur. Exactement. Ok. Bizarrement, il y a eu quelques trucs cassés. En fait, la vraie question, ça lui coûte, je crois, 10 places de pénalité. La vraie question, c'est est-ce qu'ils vont changer d'autres pièces sur une unité de puissance. Mais tu sais, c'est pas forcément dit. Si ils voient que le rythme de Sainz est vraiment meilleur et que du coup, ils se disent en 11e place, peut-être qu'il peut revenir 3e ou quoi, et on peut peut-être pas prendre le risque de partir 20 au vu du fait qu'au Canada, avec du coup un vrai DRS très puissant au Canada, Charles Leclerc est remonté entre guillemets que 5e, il part remonter à la 3e place, donc peut-être qu'ils peuvent faire ce switch. Dans des conditions particulières au Canada.
C'est vrai aussi, mais bon, là, est-ce que c'est pas des conditions particulières avec cette chaleur-là Ouais, et cette peut-être, dégradation pneumatique? À voir J'en sais ton rien. front, je crois que c'est assez particulier. C'est comme, assez particulier. comme Je condition. suis en train de fondre, mais comme les pelotons. Je n'imaginais même pas comment. Dorian, dernière question. À quelle heure demain la course pour venir t'encourager pour toutes les personnes qui sont autour, bien sûr, dans les gradins du circuit? Dis-nous tous les rendez-vous parce qu'il va falloir faire du bruit justement pour assister à une très très belle remontada. Alors, c'est 11h40, faut retenir 11h40. Et voilà, j'espère faire du gros spectacle. Et pas trop gros, hein, que je finisse quand même la course. Mais Pas comme en Autriche. pas comme en Autriche, exactement. Non, voilà, faut essayer d'apprendre de ses erreurs. Parce que je vais pas dire faut apprendre, parce que demain, voilà, T'as raison. on verra demain. T'as On raison. verra demain. Mais en tout cas, dans la tête, c'est comme ça que je vois. Et on va essayer de remonter un maximum de positions dès le début. Et ensuite avoir un bon rythme tout au long de la course. Et dès qu'on a une occasion, sauter dedans et perdre le moins de temps possible pour aller chercher celui d'en face. Et puis, juste un dernier mot, tes projets sur YouTube, parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de vidéos, beaucoup de choses qui vont sortir. Petit coup de pub pour la chaîne peut-être? Alors, pour la chaîne, il faut suivre tout simplement Boko TV, Ouais. Boko TV, donc BO2CO TV, sur TikTok et sur YouTube. Donc TikTok, c'est plus des vidéos où je vous apprends un petit peu le sport automobile, mais très rapide, en souvent moins d'1 minute. Donc je vous dis un petit peu toutes les questions, un peu, même si c'est des petites questions bêtes, mais on ne sait pas trop forcément la réponse. J'apprends tout ça facilement. Et après sur YouTube, c'est plus des projets un peu, voilà, que ça soit sur un Porsche GT3 RS, en karting, avec des thèmes, des défis, enfin voilà, des trucs un peu où on s'amuse quoi. Eh ben écoute, viens t'amuser chez les pistonnés, un de ces quatre. Ça marche, T'es avec bien plaisir. vu, tu sais que t'es l'un de nos chouchous. Dorian Boccolacci en tout cas qui était avec nous.